Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors, nous arrivons au 71e CITREP, nous sommes le 30 décembre et merci beaucoup de nous accorder du temps et de l'information Ouais. à 24 heures du réveillon quand même. Hein. Donc, 24 heures du réveillon. et surtout, là, bon, le 71e, c'est l'occasion aussi de mettre l'accent sur quelque chose qui s'est produit dans la semaine, qui est assez important et assez inattendu finalement, c'est que eh bien, il y a eu un échange de prisonniers, malgré tout. Ouais, il a eu lieu malgré toutes les craintes qu'on avait, parce que c'était plutôt mal parti la semaine dernière. On était vraiment dans l'idée que finalement ça n'aurait pas lieu, que Kiev avait réussi à saboter totalement le processus et on a eu droit à un petit miracle de Noël dont je vais parler. Bon, là, on va faire bien entendu un point sur, on va dire, un bilan annuel, surtout en termes de bombardement. Bon, j'ai compilé personnellement les données pour la semaine écoulée, puisque Bassourine ne l'a pas fait, il a fait toute l'année 2017. Mais bon, j'ai repris les données journalières pour arriver à refaire un petit bilan hebdomadaire quand même, pour donner une idée aux gens. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 41 reprises. Donc là, ça s'est clairement effondré par rapport à la semaine dernière, au cours desquelles plus de 510 projectiles ont été tirés. Donc là aussi, beaucoup moins que la semaine passée, on est quasiment à peine un tiers de la semaine dernière. Donc on voit que la trêve de Noël a quand même fait drastiquement baisser le nombre de bombardements. D'ailleurs, du 26 au 27 décembre, on a même connu notre première journée sans aucune violation du cessez-le-feu. Oh. Zéro. Mais c'est la première depuis 2014 alors. Depuis 2014, et bon, c'était celle qui était justement à la veille, qui était au moment de cet échange. Donc je pense que c'est parce qu'il y avait l'échange que l'armée ukrainienne s'est vraiment tenue à carreau. Parce que ils ne voulaient pas tirer sur leurs gars. Donc il faut y rajouter 2 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures, durant lesquelles 74 munitions ont été tirées. Donc on voit qu'on reste à des niveaux relativement bas pour le moment. En République populaire de Lougansk, une violation du cessez-le-feu a été enregistrée ces dernières 24 heures. C'est avec des armes légères. C'est du lance-grenades automatique, mitrailleuses et armes légères. Donc ils n'ont pas tiré à coups de mortier. Chez nous, c'était du mortier. Ils ont tiré avec des mortiers de 82 mm. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Si jamais les bombardements devaient reprendre rapidement, Denis Pouchiline n'a pas exclu la possibilité d'organiser une réunion en urgence du groupe de contact à Minsk par vidéoconférence entre le 10 et le 12 janvier pour calmer la situation, en espérant qu'on ne devra pas en venir à ça, puisque normalement la prochaine réunion à Minsk est prévue pour le 18 janvier 2018. D'accord. Donc si on regarde le bilan sur l'ensemble de l'année 2017, il y a eu au total 15 484 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, ce qui nous fait quand même une jolie moyenne de 43 violations par jour. Ah oui, c'est marrant. Ça fait quand même pas mal. J'ai pas de comparatif avec l'année dernière, parce que l'année dernière on comptait pas les violations de la même façon. Oui, exact, oui. Ils ont changé de méthode en cours de route, donc je peux pas appliquer de comparaison exacte. Je peux par contre appliquer pour les munitions d'un calibre interdit par les accords de Minsk. Cette année, on a dépassé les 100 000 munitions tirées par l'armée ukrainienne, donc un calibre au-dessus du 100 mm et du 82 pour les mortiers. L'année dernière, on était à 78 223, donc on a quand même une augmentation. Sur ces plus de 100 000 munitions interdites qui ont été tirées cette année, on a eu 1610 roquettes, donc principalement du Grad, mais aussi on a eu quelques roquettes d'ouragan, comme on peut s'en souvenir en début d'année. En 2016, c'était à peine 246, donc il y a eu quand même une recrudescence assez importante de l'utilisation des lance-roquettes multiples. Et on a eu 13 612 obus d'artillerie lourde contre 9 438 l'an passé. Cette semaine, le 28 décembre, l'armée de la RPD a abattu un drone ukrainien ils essayaient de mener une nouvelle reconnaissance. Donc on voit qu'ils abandonnent toujours pas leur petit plan foireux. Mais leur drone, il a fini en pièces détachées. En République populaire de Lougansk, en un an, il y a eu à peu près 3000 violations du cessez-le-feu et plus de 50 000 munitions tirées par l'armée ukrainienne.
Si on parle du bilan humain, je ne l'ai que pour la République populaire de Donetsk. Je n'ai pas eu de bilan annuel encore pour Lugansk. Mais pour Donetsk, en un an, on a eu 31 civils tués, dont 2 enfants, et 236 blessés, donc 14 enfants. Donc, c'est un bilan qui est quand même pas... Ouais, c'est pas joyeux, ouais. Non. Et en termes de destruction, en République populaire de Donetsk, 1149 habitations, bâtiments et infrastructures ont été endommagées ou détruites cette année. En République populaire de Lugansk, c'est 67 habitations qui ont été touchées. Le centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu a donné un bilan de la trêve scolaire qui a duré 4 mois. En 4 mois, il y a eu quand même, pour une période de trêve, 4049 violations du cessez-le-feu, 6 morts et 30 blessés parmi les civils et 293 habitations endommagées ou détruites en République populaire de Donetsk. Pour une trêve, c'est quand même pas terrible. C'est quand même très mauvais. Je veux dire, les chiffres confirment ce que tu dis depuis qu'on fait des trêves, quoi. C'est-à-dire que les Ukrainiens violent, mais d'une manière massive, le cessez-le-feu. C'est un crime de guerre. Il n'y a même pas de questions à se poser avec des bilans comme ça. Pas possible. Et puis ça confirme ce que disait Alexander Hoog il y a quelques mois en arrière. Donc il y avait en 2017 une recrudescence des violations, des victimes et des destructions par rapport à l'année précédente. Donc on voit effectivement qu'on ne va pas vers un mieux, pas du tout même. Ouais. Ce qui fait craindre, malgré cette première journée, cette incroyable première journée sans violation depuis 2014, ce qui fait quand même craindre que ça ne va pas durer. Et que le simple fait que des drones soient interceptés par la DNR, par les forces de la DNR, prouve que quelque chose se prépare. Voilà. Au niveau des forces armées ukrainiennes, on a aussi un bilan annuel. Donc les pertes officielles, celles qui sont données par le ministère de la Défense ukrainien pour 2017, sont de 208 morts et 1140 blessés. Mais les chiffres réels avancés par Edouard Bassourine sont bien pires, avec environ 500 morts et plus de 1500 blessés pour cette année. Alors on a quand même toujours une trêve, un cessez-le-feu et le reste. Donc, ils ont au moins un mort par jour, un mort et demi par jour. Bon, il y a aussi une bonne part de tyrannie, d'alcoolisme, etc. Mais enfin, ça fait quand même un bilan qui est très, très élevé. Ah oui. 500 morts en ayant un cessez-le-feu. Quand même deux, trois problèmes là. Si on regarde donc les accords de Minsk, donc comme on en a parlé au tout début, le grand événement de la semaine a bien sûr été cet échange de prisonniers qui a enfin eu lieu entre la RPD, la RPL et l'Ukraine. Donc ça n'est pas encore, on va dire, l'échange de prisonniers au format tous contre tous. C'est ce fameux échange de prisonniers au format 306 contre 74 qui a été discuté depuis plus d'un mois. Après toutes les tentatives de sabotage du processus d'échange des prisonniers par la partie ukrainienne, surtout le SBU, durant les dernières semaines, la réalisation de l'échange, donc comme je le disais, semblait totalement irréalisable avant la fin de l'année. Mais on a eu une surprise, c'est que le 25 décembre, en fait, à Moscou, a eu lieu une réunion entre le patriarche de Moscou et de toute la Russie, donc le patriarche Cyril, avec les chefs des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, Alexandre Zakharchenko et Leonid Pasechnik, et le représentant ukrainien pour le sous-groupe humanitaire à Minsk, Viktor Medvedchuk, qui avait suggéré ce format d'échange. C'était lui qui avait lancé cette initiative, on s'en rappelle. Et bien, ils ont réussi à trouver un accord pour organiser l'échange de prisonniers, donc le 27 décembre. Le jour même, c'était quand même avec pas mal d'appréhension et de stress que beaucoup, dont moi, ont suivi minute par minute l'échange de prisonniers. On a utilisé les nouvelles technologies. On avait des collègues sur place qui nous informaient en temps réel. Mon collègue Vittorio a été filmé au point de contact de Mayorsk, l'échange. Il a même été donc côté ukrainien à un moment. Donc, c'est une prise de risque énorme, je vais en parler. Donc grâce à ça, on a fait un suivi minute par minute que j'ai retransmis sur la chaîne Telegram de Denis. On en avait parlé la semaine dernière de cette possibilité. J'ai finalement créé cette chaîne Telegram, donc via laquelle j'ai fait vraiment un suivi
au fur et à mesure de l'échange, de donner des informations au fur et à mesure qu'elles tombaient. Donc vraiment, si vous voulez pouvoir suivre les informations de cette façon, j'encourage nos auditeurs à passer sur ce canal-là. Donc on a suivi tout ça de très très près. Dès le début, on avait des grosses craintes quand même, parce que c'était mal parti. Puisque normalement les deux parties, donc RPD et Ukraine, s'étaient engagés à cesser toute circulation civile sur ce point de passage de la ligne de contact pour vider totalement la zone tampon entre les deux où l'échange devait avoir lieu. Mais l'Ukraine n'a pas respecté l'engagement, a continué à envoyer des civils vers la RPD jusqu'à plus de 13h30, alors que dès midi, il ne devait plus y avoir personne là-dedans. Résultat, la zone tampon s'est retrouvée complètement engorgée avec plus de 2000 civils et une centaine de véhicules. Je te laisse imaginer. Ah oui, un beau bazar. Voilà. Donc ce sabotage m'a fait immédiatement craindre que la partie ukrainienne essaye d'annuler l'échange à la dernière minute. L'administration de Gorlovka a heureusement réagi très vite et envoyé des bus pour évacuer en urgence tous ces civils et vider enfin la zone tampon. Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, a ensuite reçu une demande de Kiev qui était en violation complète des accords conclus, puisque Kiev ne voulait pas que le premier échange qui était entre l'Ukraine et la République populaire de Lugansk se fasse au milieu de la zone tampon, mais sur la partie qui est sous son contrôle. Bon, Alexandre Zakharchenko a bien vu la manœuvre, elle s'est dit que l'Ukraine essayait de se servir d'un refus pour justifier d'annuler l'échange, et donc il a accepté. Donc Daria Morozova, les journalistes qui l'accompagnaient et les prisonniers qui étaient détenus en RPL sont tous partis côté ukrainien sous la protection de l'OSCE et de la Croix-Rouge. C'était quand même une sacrée prise de risque. Parce que de l'autre côté, c'était rempli d'agents du SBU, de soldats de bataillons spéciaux, d'agents de sécurité ukrainiens, etc. Je pense que s'ils avaient eu des mauvaises intentions, sur le coup, c'est pas vraiment l'OSCE et la Croix-Rouge qui auraient pu faire grand-chose pour garantir la sécurité de tout le monde. Donc, moi, j'avais peur pour les collègues qui étaient là-bas. Franchement... Ils étaient vraiment pas loin des gars du SBU, alors que bon nombre d'entre eux sont sur Mirodvorets. De toute façon, le SBU aurait même pu récupérer tous les prisonniers sans rendre ceux qui étaient destinés à alors là, ça aurait fait un gros scandale, là, quand même. Là, ça aurait eu du mal à passer, là. Ouais. Bon, heureusement, cette première phase s'est passée sans accroc. La RPL a remis 16 prisonniers et en a reçu 73 de la part de l'Ukraine. Mais bon, suite à ce changement de dernière minute, Daria Morozova a décidé de prendre une petite mesure symétrique et a demandé que la deuxième étape de l'échange, celle entre la RPD et l'Ukraine, se passe sur le territoire qui est sous le contrôle de la RPD. Bon, l'Ukraine a accepté, sont montrés assez conciliants, et donc la deuxième phase de l'échange s'est terminée assez tard, à 17h50, lorsque l'Ukraine a remis à la République populaire de Donetsk 165 personnes contre 57 prisonniers qui étaient détenus à Donetsk. Il a fallu en tout plus de 3h30 pour mener à bien cet échange. C'est 3h30 de stress intense. C'était vraiment... jusqu'au dernier moment, vraiment, on suivait le truc. Bon, mais très vite, moi j'ai fait mes chiffres, j'ai fait mes petits calculs, mes petites additions. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème de chiffres. Puisque comme je le disais, cet échange devait avoir lieu au format 306 contre 74. Et on s'est retrouvé avec un échange au format 238 contre 73. Donc, parmi les prisonniers ukrainiens qui étaient détenus en RPD, un a refusé d'être renvoyé vers le territoire ukrainien, donc on a respecté sa demande. Mais alors, de l'autre côté, parmi les prisonniers qui étaient issus de l'RPD et de l'RPL, on avait quand même 68 qui manquaient. C'était quand même beaucoup. Ouais. Viktor Medvedchuk, le représentant donc ukrainien à Minsk, a déclaré qu'une quarantaine avait déjà été libérée avant l'échange car ils avaient terminé leur peine de prison et qu'une vingtaine avait refusé d'aller sur le territoire de la RPD. Bon, c'est des faits à vérifier. Parce que bon, on a déjà vu, avec entre autres le cas de Daria Massikacheva, donc le SBU se permet de parler au nom des prisonniers pour prétendre qu'ils refusent d'être échangés. On a déjà vu aussi le SBU déclarer que des gens avaient été libérés et les transvaser simplement dans une autre prison secrète. Donc ça reste quand même à vérifier. Sans compter tous ces prisonniers qui sont sans doute morts sous la torture. Et qui ont été exécutés d'une manière ou d'une autre, ou des choses comme ça. Mais bon,
Ça a quand même permis à 238 familles de retrouver leurs proches. Donc suite à cet échange réussi, la Russie, la France et l'Allemagne se sont bien sûr félicités de cette première étape de l'implémentation des accords de Minsk, avant de rappeler qu'il fallait terminer le processus d'échange de prisonniers, puisque comme je le disais, ce n'est pas encore l'échange de tous contre tous, il reste des prisonniers des deux côtés. D'après les données de Daria Morozova, encore 290 personnes issues de la RPD sont détenues par les services spéciaux ukrainiens, dont 79 dont la présence est confirmée, 211 pour lesquels on a des incertitudes, des informations doivent être confirmées, et il faut y rajouter 444 personnes portées disparues, dont on soupçonne que certaines pourraient aussi se trouver en captivité en Ukraine ou sont mortes. Oui. Rien que durant le mois écoulé, d'ailleurs, les services secrets ukrainiens ont arrêté 18 personnes venant de RPD, et il y a encore des prisonniers ukrainiens en RPD et en RPL. Donc on voit qu'il y a encore du travail. La deuxième phase de l'échange est déjà en cours de discussion. C'est d'ailleurs la partie ukrainienne qui est la première, donc c'est la médiatrice aux droits de l'homme ukrainien qui a dit qu'elle est assez confiante sur le fait que la deuxième phase pourrait avoir lieu très très vite, dès le début 2018, et se faire peut-être au format 74 contre 29, mais tout ça doit être bien sûr négocié et confirmé lors des réunions à Minsk prévues donc le 18 janvier. De leur côté, donc, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de citoyens russes qui sont détenus en Ukraine, plus d'une quinzaine. Eux devront attendre qu'un accord soit trouvé entre la Russie et l'Ukraine, cette dernière voulant échanger ses prisonniers contre des citoyens ukrainiens détenus en Russie. Donc il semble qu'ils veulent s'inspirer de ce qu'ils avaient fait avec Nadia Savchenko, qui avait été échangée contre deux citoyens russes emprisonnés en Ukraine, Evgeny Erofeyev et Alexandre Alexandrov. Donc, comme je le disais, malheureusement, si plusieurs centaines de familles ont pu enfin retrouver leurs proches le 27 au soir, beaucoup sont toujours dans l'attente, comme le compagnon de Daria Mastikacheva, je rappelle Sergei Sokolov, cet enquêteur russe. Daria a été enlevée de la liste des prisonniers échangés par le SBU à la dernière minute, ce qui nous fait craindre énormément, parce que Daria, là, est vraiment au fond du trou, elle est vraiment désespérée. Et elle a clairement menacé de se suicider si elle n'était pas libérée d'ici le 31 décembre, donc d'ici demain soir. Donc c'est très très inquiétant. Donc j'espère que son compagnon va arriver à la raisonner, son avocat, via son avocat, en essayant de garder l'espoir qu'elle puisse être échangée lors d'un des prochains échanges de prisonniers. Mais c'est clair qu'on voit que le SBU a l'intention de garder un certain nombre de prisonniers dans sa manche, parce que ce sont des monnaies d'échange, ce sont des moyens de pression. Ouais. Ni plus, le SBU, digne successeur de la Gestapo dans ses méthodes, parce que ce qui d'ailleurs fait craindre qu'une partie des prisonniers des deux républiques autonomes, autoproclamées, de la RPD et de la RPL, soit mort, parce que quand on voit les conditions dans lesquelles cette femme a été torturée et puis maltraitée avec une violence pareille. Moi j'ai discuté avec certains des anciennes victimes du SBU. Il y a des prisonniers qui sont morts sous la torture, ça c'est clair, faut pas se leurrer. Mais bon, c'était déjà un premier pas plutôt positif quand même. Ouais. Comme quoi, il fallait pas totalement désespérer. Même quand ça semble complètement foutu. De leur côté, si on regarde toujours dans l'aspect un peu règlement pacifique du conflit, donc on avait parlé de ce retrait des officiers russes du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Donc suite à ce retrait, Merkel et Macron avaient appelé la Russie à revenir au sein du CCCC. Les Russes ont répondu plus ou moins comme nous on l'avait fait lors du CITREP. D'une manière pas piquée des hannetons. Par exemple, Alexei Pouchkov, sénateur russe, qui avait déclaré que si Macron et Merkel veulent le retour des militaires russes au CCCC, ils doivent exiger de Kiev de changer de comportement au lieu d'exhorter Moscou. Ça c'est fait. Voilà. Il a été un peu rejoint aussi par Franz Klintsevich, le sénateur qu'on a souvent cité, qui a pour sa part indiqué que le retour de la Russie au sein du CCCC n'était possible que si cet organe devenait réellement opérationnel, c'est-à-dire d'en faire un instrument réellement efficace pour contrôler la situation dans le Donbass. Il a précisé que les officiers russes devaient décider de l'activité de ce centre au même titre que tous les autres participants.
Il a estimé que la demande formulée par la France et l'Allemagne était suffisamment révélatrice du fait qu'en Europe, il semble un petit peu réaliser que sans la Russie, qui est quand même un des pays, je rappelle, garant des accords de Minsk, oui. le règlement de la crise ukrainienne est impossible. Donc ils ont l'air quand même un peu de se réveiller, Macron et Merkel. Donc Klinsevich a quand même expliqué que le retrait de la Russie du CCCC était lié au fait que la structure ne décidait de rien et que la Russie disposait d'autres possibilités pour influencer la situation. Donc, en gros, que ça valait pas la peine de mettre leurs militaires en danger pour qu'ils restent dans le bâtiment à se faire escorter par des membres de la garde nationale ukrainienne pour aller à la pause pipi. Puisqu'ils n'arrivaient pas à aller sur le terrain avec l'OSCE, ils n'arrivaient à rien faire de sérieux, donc ça servait vraiment à rien. Il y avait une part d'humiliation aussi, il y avait une part d'humiliation exprès pour pousser à la démission. Hein. La démission, donc le président de la commission des affaires étrangères de la Douma, Leonid Slutsky, a pour sa part souligné que Kiev doit avant tout mettre un terme à ses provocations, donc justement ces comportements absolument inacceptables. Il a dit, je cite, outre les appels stériles, donc pour lui c'est vraiment... c'est du blabla, c'est de la langue de bois. L'Occident devrait apparemment demander la mise en place réelle des engagements pris par Kiev dans le cadre des accords de Minsk. Donc ça c'est fait. Merkel et Macron viennent de se faire habiller pour tout l'hiver. Oui. Ils méritent. Ils méritent, voilà. Si on regarde la situation économique en RPD, en 2018, la République populaire de Donetsk va continuer d'augmenter les retraites en 2 fois. Donc au premier et au troisième trimestre, la première augmentation, qui sera une augmentation de 6,4%, aura lieu dès le 1er janvier 2018, donc dans 2 jours, faisant passer la pension minimum de 2730 à 2904 roubles. Lors de son allocution devant le Parlement de la RPD, Alexandre Zakharchenko a d'ailleurs évoqué l'évolution du budget de la République, annonçant que la RPD était sortie d'un système de budget de survie et qu'elle passera en 2018 à un budget de développement de la République. Il a d'ailleurs exprimé l'espoir que la RPD passera alors de budget prévisionnel trimestriel, qui a été le mode de fonctionnement cette année, à des budgets semestriels, voire à un budget annuel, afin de mieux gérer les ressources disponibles. Donc, comme on voit, la situation continue de s'améliorer et c'est une très bonne chose. Donc, les industries se développent, les entreprises sont restaurées, elles repartent, donc et forcément, puis ça génère des revenus pour le budget et donc c'est redistribué sous forme d'aide sociale. Et concernant, si on regarde, on va dire un aspect plus, on va dire politique, concernant l'avenir du Donbass, donc on va, je pense, vers ce que j'avais dit, c'est-à-dire une intégration au sein de la Fédération de Russie. C'est ce qui semble en tout cas se dessiner pour le moment. Puisque Alexandre Zakharchenko a fait plusieurs commentaires assez révélateurs cette semaine. Le premier concernait les actions de Kiev contre le Donbass qui sont loin de susciter l'envie de retourner sous le contrôle du gouvernement ukrainien. Donc je cite Zakharchenko. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais, c'est ça. Il a dit, je cite, l'État qui par tous les moyens essaye d'occuper, de détruire, d'encercler avec du fil de fer barbelé, envoie des chars d'assaut, l'aviation puis les unités de l'armée régulière pour détruire un peuple qui ne reconnaît pas le pouvoir de Kiev. Vous pensez qu'il est possible de retourner dans ce pays ? D'y retourner par une sorte d'obligation contractuelle ? Non. L'abîme qui est entre nous est un gouffre creusé dans le sang de notre peuple. Donc ça, c'est ce qu'il a déclaré sur un plateau TV. Il a d'ailleurs souligné donc, que les actions que Kiev mène actuellement et a mené avant ne poussent pas le Donbass à vouloir retourner sous son giron. Il a ensuite poursuivi sur la question d'une intégration au sein de la Fédération de Russie. De nouveau, je cite, « Nous devons avoir gagné notre indépendance et nous l'avons gagnée. Seul un peuple indépendant peut être libre. Mais avec qui nous voulons vivre ensemble, rejoindre la Fédération de Russie comme la Crimée l'a fait, cela sera décidé par notre peuple lors d'un référendum général. » Donc on se dirige vers la répétition d'un scénario criméen, en tout cas en l'état actuel des choses. Oui. Donc, affaire à suivre, mais c'est des déclarations assez importantes. On voit vraiment maintenant dans la bouche de la RPD de plus en plus des officiels de la RPD des déclarations comme celle-là qui ont l'air de vraiment dire ils ne disent pas Minsk est enterré, mais en fait ça revient à la même chose puisque c'est les Ukrainiens qui l'ont déclaré en premier. Voilà. D'ailleurs ils font tout pour l'enterrer eux-mêmes les accords de Minsk. Voilà. Mais bon, le fait est qu'effectivement
ils en viennent directement, les officiels de l'RPD en viennent directement à la conclusion, à savoir que le Donbass ne va pas réintégrer l'Ukraine en état en tout cas actuel des choses et de la situation, et qu'on se dirige plutôt vers un scénario à la criméenne d'intégration avec la Fédération de Russie. Ouais. À suivre, bien entendu, ça peut toujours évoluer dans un sens ou dans l'autre, il peut toujours y avoir des miracles, comme on a pu le voir, mais pour l'instant, on a l'air plutôt de partir vers ça. Surtout que si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, il n'y a pas vraiment de quoi sauter au plafond ni donner envie de retourner dans ce pays. Si on regarde entre autres l'économie ukrainienne, il y a eu une évaluation par la représentante commerciale ukrainienne Natalia Mikolskaya des pertes que subit annuellement l'économie ukrainienne suite à la destruction des liens commerciaux entre Moscou et Kiev. Elle a annoncé que l'économie ukrainienne subissait des dommages immenses suite à cette destruction des liens commerciaux, et ce bien qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires des échanges entre les deux pays. Ça s'explique pour elle par le fait que les deux pays sont souvent des principaux partenaires commerciaux. Souvent, tu commerces plus avec tes voisins qu'avec des pays qui sont à l'autre bout du monde. Elle a rappelé que sur le marché russe, il y a des produits nécessaires à l'Ukraine, et sur le marché ukrainien, des produits nécessaires à la Russie. Mais elle a noté que les sanctions ont empêché un développement plus actif des relations économiques entre les deux pays. Et elle explique donc que pour elle, ces liens ont été détruits artificiellement, et que s'ils n'avaient pas été détruits, le commerce de l'Ukraine avec la Russie se serait développé de façon suffisamment dynamique, et l'Ukraine n'aurait pas perdu au moins $1 milliard d'exportation par an. Ah oui, ça fait mal, ça. Ça fait très mal, surtout quand tu vois le PIB de l'Ukraine, c'est pas le PIB de la France. Donc, $1 milliard d'exportation en termes de pertes, c'est énorme pour l'Ukraine. C'est clair que la situation en Ukraine, ça va toujours pas vers un mieux. Voilà. Si on regarde dans le Donbass, à Slaviansk, la situation devient assez tendue à la veille du Nouvel An, alors que les membres de Svoboda veulent célébrer Bandera le 1er janvier avec une marche au flambeau. Le maire de la ville, lui, s'y oppose. Il a été jusqu'à poursuivre Svoboda en justice pour essayer d'empêcher cette manifestation, mais sans succès. La Cour de justice n'ayant rien vu d'illégal dans cette manifestation, malgré le fait que le maire a rappelé que l'an passé, cette dernière avait dégénéré. Un des manifestants avait balancé un engin explosif, heureusement sans faire de victimes. Le maire a aussi souligné que bon nombre de ces manifestants viendront d'autres villes d'Ukraine où de telles manifestations ne sont pas autorisées. Donc, comme on peut voir, risque de provocation assez sérieuse à Slaviansk, qui, je le rappelle, fait partie du territoire de l'RPD qui est occupé par l'armée ukrainienne. Ouais. D'ailleurs, il faut rappeler que historiquement, Slaviansk faisait partie, comme Donetsk, des agglomérations qui se sont soulevées contre Kiev. Les premières batailles de la guerre du Donbass se sont jouées à Slaviansk, je vous rappelle. Absolument. C'est là-bas. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, la situation des journalistes ne s'arrange pas. Dixit, le chef du syndicat national des journalistes ukrainiens, qui a signalé qu'en 11 mois, en 2017, donc de janvier à novembre, il y avait déjà eu 90 utilisations de la force contre les travailleurs des médias de masse, donc 90 agressions physiques, pour en faire. Bah oui. Voilà, donc 14 attaques par des officiels ou des députés, 8 par des officiers des forces de l'ordre. Pour faire bref, en Ukraine, tous les 4 jours, un journaliste prend des coups. Les régions les plus dangereuses pour les journalistes sont la ville de Kiev et sa région environnante, la région d'Odessa, celle de Donetsk qui est sous contrôle ukrainien, celle de Mykolaïev et celle de Jitomir. Il a ajouté que ces crimes contre les travailleurs des médias ne faisaient pas l'objet d'enquêtes sérieuses. Ceux qui sont poursuivis en justice écopent de peines ridicules, genre des amendes de quelques centaines de hryvnias, des conneries comme ça. Il a aussi rappelé que plusieurs journalistes avaient été assassinés et que leurs assassins sont toujours impunis, et que cela impose bien entendu un climat de terreur aux journalistes ukrainiens qui pratiquent dès lors l'autocensure. En compilant toutes les données, en 2017, il y a eu environ 300 violations de la liberté de parole en Ukraine, dont 88 cas d'obstruction de leur travail de journaliste dans le cadre pourtant autorisé, 40 cas de restriction d'accès à des informations publiques, 37 cas de menaces ou d'intimidation contre des journalistes. En comparaison, en 2016, il y avait eu 264 violations de la liberté d'expression, 310 en 2015 et 995 en 2014.
Et ça, c'est pas le signe, je dirais, d'une amélioration des droits de l'homme dans ce pays, hein. Non, pas C'est vraiment. même symptomatique en réalité de la véritable ambiance qui existe en Ouais. Ukraine. Parce que dans une vraie démocratie, dans une vraie république, enfin dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, Sans les journalistes peuvent respecter, faire leur travail sans sans se faire risque. taper sur la gueule, sans Voilà. se faire menacer, sans se faire assassiner, hein. Je rappelle qu'il y a quand même un nombre impressionnant de journalistes qui sont morts en Ukraine depuis le Maïdan, aussi bien sur le territoire contrôlé par Kiev que dans la zone de conflit, hein. Je rappelle quand même, entre autres, Oles Bouzina, Sheremet, hein, qui avait été assassiné à Kiev aussi, dont les assassins courent toujours d'ailleurs. Ouais. Ici dans le Donbass, des gens comme Andrei Stelin ou Andrea Roccacelli, donc ce journaliste italien dont j'avais fait un article sur son meurtre, parce qu'il ne faut pas appeler ça autrement. Bon, tous ces gens-là et bien d'autres sont morts des suites du Maïdan par des ordres d'autorités ou d'officiels ou d'administrations diverses des autorités ukrainiennes post-Maïdan. Ouais. Tous ces gens-là, la plupart de ceux qui ont été assassinés, leurs assassins, ils courent toujours. Hein. Mais ce bilan déplorable-là est aussi de la responsabilité des gens qui soutiennent Kiev, hein, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis. Qui ferment les yeux là-dessus. Je vais faire maintenant une petite partie un peu bilan personnel. Donc c'est un petit bilan intermédiaire, enfin intermédiaire entre guillemets, parce qu'on est le 30 décembre, je referai un bilan complet comme l'année dernière avec ma vidéo de vœux de la nouvelle année. Mais voilà, en l'état actuel, en 2017, j'ai mené 45 missions humanitaires, donc beaucoup plus que l'année dernière, plus du double. J'ai fait 56 reportages sur le front, dont 18 sur position. Donc quand je parle de front, je parle bien des localités par lesquelles passe la ligne de contact. Je ne parle pas de zones qui sont à des kilomètres du front. En termes d'aide humanitaire, nous avons dépensé cette année 384 096 roubles, soit environ 5 650 euros qui a été apporté en aide humanitaire, soit plus du double par rapport à 2016. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a pu aider beaucoup plus de personnes que l'année dernière et on va continuer en 2018. J'ai réalisé 135 vidéos de reportages ou de couverture des actions humanitaires, écrit ou traduit 244 articles et nous avons tourné 49 sites-web. Celui-ci sera le 50e de l'année. Donc voilà un petit peu le bilan. Bravo, hein, bravo, et bravo pour ton courage déjà de non seulement te déplacer sur la ligne contact pour faire des reportages, pour nous donner des informations sur ce qui se passe sur cette ligne de contact, mais tu es aussi voilà, et tu es aussi sur la ligne de contact pour donner de l'humanitaire. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce qui fait que ta crédibilité augmente au fur et à mesure et d'une manière totalement légitime, c'est que quand tu fais une action humanitaire, tu filmes, tu photographies, tu démontres et tu montres que l'argent qu'on te transmet va bien là où il est destiné. Voilà, tout simplement. Moi, je voulais souligner ça parce que c'est récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais à chaque fois que je fais une action humanitaire, il y a vidéo, photo, facture le plus souvent quand on peut en avoir. Donc voilà, on étaye toujours. On a encore des fonds qui ont été reçus là encore ce mois-ci qui resteront à dépenser, qui seront dépensés en janvier. On a commencé comme l'année dernière donc la distribution des cadeaux du Nouvel An. On a fait une première distribution au service pédiatrique du centre traumatologique de Donetsk. On a fait une distribution dans le sud de la RPD, donc près de la ligne de front à Bieziminoye et vraiment sur la ligne de front à Sakhanka. Ça a été assez épique d'ailleurs cette distribution-là. Merci à l'armée ukrainienne qui bombarde les routes asphaltées et qui oblige à passer par des endroits où
n'y a que des Kamaz ou des Oural qui peuvent passer sans problème. Oui, t'es arrivé une mésaventure qui était, Ouais, qui était dangereuse on a fini d'ailleurs. Hein. complètement, on a fini embourbé, pas loin du front, dans une zone où ils tirent quand même assez régulièrement, donc c'est un petit peu chaud. Donc merci d'ailleurs aux soldats qui nous ont sortis de là. Même leur camion a eu du mal à certains moments, c'est pour dire à quel point c'était vraiment un marécage, Bah oui, le chemin en question. Mais donc voilà, on a quand même réussi à livrer les cadeaux aux enfants malgré tout ça. On continuera après le Nouvel An. Pourquoi ? Parce qu'on attend en fait de voir quels sont les villages qui ont reçu des dons en fait de la part d'autres organismes humanitaires ou de l'administration de l'RPD pour éviter en fait d'apporter à des personnes qui ont déjà reçu en fait. Éviter de faire du doublon, ce qui nous est arrivé un petit peu l'année dernière où on a apporté parfois des cadeaux, on s'est retrouvé quasiment en même temps que d'autres organisations humanitaires qui venaient pour la même chose. Donc on laisse un petit laps de temps en fait au moment vraiment du Nouvel An pour vraiment apporter à ceux qui n'ont pas eu, pour essayer d'équilibrer, d'étaler. D'équilibrer, voilà, d'équilibrer et vraiment d'aller vers ceux qui n'ont rien reçu du tout, plutôt que de donner en double à des gens qui ont déjà reçu, c'est un peu dommage. Surtout qu'on n'a pas des fonds finis, donc avec les fonds dont on dispose, on essaie vraiment d'aller vers là où il y a absolument besoin, mais on a déjà repéré un ou deux villages où on a déjà fait de l'aide humanitaire régulièrement, où on pense aller faire une action cadeau de Nouvel An. Donc on va faire ça dès le début, janvier 2018. Donc merci à tous nos auditeurs qui nous suivent de manière régulière. Merci à tous ceux qui font des dons pour l'humanitaire ou pour me soutenir dans mon travail. Parce que si je reçois effectivement un salaire de la part de l'agence pour laquelle je travaille, il ne suffit pas de couvrir tous mes besoins, entre autres les besoins en termes d'essence, puisque je refuse de prendre le budget essence qui sert pour les actions entre autres humanitaires sur ce budget humanitaire, pour que je veux qu'un maximum de fonds aillent directement pour l'aide humanitaire elle-même, et donc je paye en fait de ma poche l'essence qui sert à mener toutes ces actions. Donc, ça chiffre assez vite. Alors, entre autres, il y a une possibilité pour t'aider, justement, c'est d'acheter le calendrier 2018 que tu as créé et dont on trouve l'adresse internet pour aller en acheter en ligne chez Lulu dans la description de la vidéo. La description de la vidéo, donc n'hésitez pas, en plus ça vous fera un calendrier unique qui est fait avec des photos que j'ai prises ici durant l'année écoulée. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui soutiennent, parfois simplement avec des mots, avec des messages, avec des commentaires, avec des emails. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent, c'est aussi important. Donc voilà, on a passé une année de plus, tous ensemble, à mener ce travail de réinformation, et on va le continuer encore et encore. Il y a encore beaucoup de travail, et on va poursuivre en 2018. Donc nos auditeurs verront la vidéo au moment de fêter le Nouvel An. Donc je souhaite une bonne année 2018 à tous nos auditeurs. Je les encourage à continuer de se tenir informés, de continuer à relayer l'information pour que on arrive à ouvrir un peu les yeux des gens un peu plus encore en 2018 qu'en 2017. Ok. Je me joins à toi aussi pour souhaiter à nos vidéos de spectateurs d'abord un excellent réveillon, et puis j'aurai l'occasion de leur souhaiter la bonne année au prochain Citrep, tout simplement. Voilà. Et je te remercie encore de tout ton travail, de ce que tu fais pour nous informer de ce qui se passe là-bas, pour nous permettre de comprendre la géopolitique occidentale, et les énormités qui sont commises dans ce cadre, tout simplement. Pas de rien, et puis je te dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Christelle, à bientôt, au revoir. Au revoir.